Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse, un nouveau conte des 1001 nuits. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager, à vous abonner. Ceci m'aidera à continuer à développer cette chaîne si vous l'aimez et à vous proposer davantage de contes et d'histoires pour dormir ou simplement vous accompagner sur le trajet. Très bonne écoute à vous. La sultane Scheherazade, en achevant l'histoire d'Abou Hassan, avait promis au sultan Schahriar de lui en raconter une autre le lendemain, qui ne le divertirait pas moins. Dinarzade, sa sœur, ne manqua pas de la faire souvenir avant le jour de tenir sa parole, et que le sultan lui avait témoigné qu'il était prêt à l'entendre. Aussitôt, Scheherazade, sans se faire attendre, lui raconta l'histoire qui suit en ces termes. « Sire, dans la capitale d'un royaume de la Chine, très riche et d'une vaste étendue, dont le nom ne me vient pas présentement à la mémoire, il y avait un tailleur nommé Mustapha, sans autre distinction que celle que sa profession lui donnait. Mustapha, le tailleur, était fort pauvre, et son travail lui produisait à peine de quoi le faire subsister lui et sa femme, et un fils que Dieu leur avait donné. Le fils, qui se nommait Aladin, avait été élevé d'une manière très négligée, et qui lui avait fait contracter des inclinations vicieuses. Il était méchant, opiniâtre, désobéissant à son père et à sa mère. Sitôt qu'il fut un peu grand, ses parents ne le purent retenir à la maison. Il sortait dès le matin, et il passait les journées à jouer dans les rues et dans les places publiques avec de petits vagabonds qui étaient même au-dessous de son âge. Dès qu'il fut en âge d'apprendre un métier, son père, qui n'était pas en état de lui en faire apprendre un autre que le sien, le prit en sa boutique et commença à lui montrer de quelle manière il devait manier l'aiguille. Mais, ni par sa douceur, ni par crainte d'aucun châtiment, il ne fut pas possible au père de fixer l'esprit volage de son fils. Il ne put le contraindre à se contenir et à demeurer assidu et attaché au travail, comme il le souhaitait. Sitôt que Mustapha avait le dos tourné, Aladin s'échappait, et il ne revenait plus de tout le jour. Le père le châtiait, mais Aladin était incorrigible, et à son grand regret, Mustapha fut obligé de l'abandonner à son libertinage. Cela lui fit beaucoup de peine, et le chagrin de ne pouvoir faire rentrer ce fils dans son devoir lui causa une maladie si opiniâtre qu'il en mourut au bout de quelques mois. La mère d'Aladin, qui vit que son fils ne prenait pas le chemin d'apprendre le métier de son père, ferma la boutique et fit de l'argent de tous les ustensiles de son métier pour l'aider à subsister, elle et son fils, avec le peu qu'elle pourrait gagner à filer du coton. Aladin, qui n'était plus retenu par la crainte d'un père et qui se souciait si peu de sa mère qu'il avait même la hardiesse de la menacer à la moindre remontrance qu'elle lui faisait, s'abandonna alors à un plein libertinage. Il fréquentait de plus en plus les enfants de son âge, et ne cessait de jouer avec eux avec plus de passion qu'auparavant. Il continua ce train de vie jusqu'à l'âge de 15 ans, sans aucune ouverture d'esprit pour quoi que ce soit, et sans faire réflexion à ce qu'il pourrait devenir un jour. Il était dans cette situation lorsqu'un jour qu'il jouait au milieu d'une place avec une troupe de vagabonds, selon sa coutume, un étranger qui passait par cette place s'arrêta et le regarda. Cet étranger
était un magicien, un signe que les auteurs qui ont écrit cette histoire nous font connaître sous le nom de magicien africain. C'est ainsi que nous l'appellerons, d'autant plus volontiers qu'il était véritablement d'Afrique et qu'il n'était arrivé que depuis 2 jours. Soit que le magicien africain, qui se connaissait en physionomie, eût remarqué dans le visage d'Aladin tout ce qui était absolument nécessaire pour l'exécution de ceux qui avaient fait le sujet de son voyage, ou autrement, il s'informa adroitement de sa famille, ce qu'il était et de son inclination. Quand il fut instruit de tout ce qu'il souhaitait, il s'approcha du jeune homme, et en le tirant à part, à quelques pas de ses camarades. « Mon fils, lui dit-il, votre père ne s'appelle-t-il pas Mustapha le tailleur ?»« Oui, monsieur, répondit Aladin, mais il y a longtemps qu'il est mort. » À ces paroles, le magicien africain se jeta au cou d'Aladin, l'embrassa et le baisa par plusieurs fois les larmes aux yeux, accompagnées de soupirs. Aladin, qui remarqua ces larmes, lui demanda quel sujet il avait de pleurer. « Ah, mon fils !» s'écria le magicien africain, « comment pourrais-je m'en empêcher? Je suis votre oncle, et votre père était mon bon frère. Il y a plusieurs années que je suis en voyage, et dans le moment que j'arrive ici, avec l'espérance de le revoir et de lui donner de la joie de mon retour, vous m'apprenez qu'il est mort. Je vous assure que c'est une douleur bien sensible pour moi de me voir privé de la consolation à laquelle je m'attendais. Mais ce qui soulage un peu mon affliction, c'est que, autant que je puis m'en souvenir, je reconnais ces traits sur votre visage, et je vois que je ne me suis pas trompé en m'adressant à vous. » Il demanda à Aladin, en mettant la main à la bourse, où demeurait sa mère. Aussitôt, Aladin satisfit sa demande, et le magicien africain lui donna en même temps une poignée de menue monnaie en lui disant « Mon fils, allez trouver votre mère, faites-lui bien mes compliments, et dites-lui que j'irai la voir demain, si le temps me le permet, pour me donner la consolation de voir le lieu où mon bon frère a vécu si longtemps et où il a fini ses jours. » Dès que le magicien africain eut laissé le neveu qu'il venait de se faire lui-même, Aladin courut chez sa mère, bien joyeux de l'argent que son oncle venait de lui donner. « Ma mère, lui dit-il en arrivant, je vous prie de me dire si j'ai un oncle. »« Non, mon fils, lui répondit la mère, vous n'avez point d'oncle du côté de feu votre père, ni du mien. Je viens cependant, reprit Aladin, de voir un homme qui se dit mon oncle du côté de mon père, puisqu'il était son frère à ce qu'il m'a assuré. Il s'est même mis à pleurer et à m'embrasser quand je lui dis que mon père était mort. Et pour marque que je dis la vérité, ajouta-t-il en lui montrant la monnaie qu'il avait reçue, voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a aussi chargé de vous saluer de sa part et de vous dire que demain, s'il en a le temps, il viendra vous saluer pour voir en même temps la maison où mon père a vécu et où il est mort. »« Mon fils, repartit la mère, il est vrai que votre père avait un frère, mais il y a longtemps qu'il est mort, et je ne lui ai jamais entendu dire qu'il en eût un autre. » Ils n'en dirent pas davantage, touchant le magicien africain. Le lendemain, le magicien africain aborda Aladin une seconde fois, comme il jouait dans un autre endroit de la ville avec d'autres enfants. Il l'embrassa, comme il avait fait le jour précédent, et en lui mettant 2 pièces d'or dans la main, il lui dit « Mon fils, portez cela à votre mère, et dites-lui que j'irai la voir ce soir, et qu'elle achète de quoi souper, afin que nous mangions ensemble. Mais, auparavant, enseignez-moi où je trouverai la maison. » Il le lui enseigna, et le magicien africain le laissa aller. Aladin porta les 2 pièces d'or à sa mère,
Et dès qu'il lui eut dit quelle était l'intention de son oncle, elle sortit pour aller les employer, et revint avec de bonnes provisions. Et comme elle était dépourvue d'une bonne partie de la vaisselle dont elle avait besoin, elle alla en emprunter chez ses voisins. Elle employa toute la journée à préparer le souper, et sur le soir, dès que tout fut prêt, elle dit à Aladin : « Mon fils, votre oncle ne sait peut-être pas où est notre maison. Allez au-devant de lui et l'amenez si vous le voyez. » Quoique Aladin eût enseigné la maison au magicien africain, il était prêt néanmoins de sortir quand on frappa à la porte. Aladin ouvrit, et il reconnut le magicien africain qui entra chargé de bouteilles de vin et de plusieurs sortes de fruits qu'il apportait pour le souper. Après que le magicien africain eut mis ce qu'il apportait entre les mains d'Aladin, il salua sa mère, et il la pria de lui montrer la place où son frère Mustapha avait coutume de s'asseoir sur le sofa. Elle la lui montra, et aussitôt il se prosterna. Et il baisa cette place plusieurs fois, les larmes aux yeux, en s'écriant : « Mon pauvre frère, que je suis malheureux de n'être pas arrivé assez tôt pour vous embrasser encore une fois avant votre mort. » Quoique la mère d'Aladin l'en pria, jamais il ne voulut s'asseoir à la même place. « Non, dit-il, je m'en garderai bien, mais souffrez que je me mette ici, vis-à-vis, afin que, si je suis privé de la satisfaction de l'y voir en personne, comme père d'une famille qui m'est si chère, je puisse au moins l'y regarder comme s'il était présent. » La mère d'Aladin ne le pressa pas davantage, et elle le laissa dans la liberté de prendre la place qu'il voulut. Quand le magicien africain se fut assis à la place qu'il lui avait plu de choisir, il commença à s'entretenir avec la mère d'Aladin. « Ma bonne sœur, lui disait-il, ne vous étonnez point de ne m'avoir pas vue tout le temps que vous avez été mariée avec mon frère Mustapha, d'heureuse mémoire. Il y a 40 ans que je suis sortie de ce pays, qui est le mien aussi bien que celui de feu mon frère. Depuis ce temps-là, après avoir voyagé dans les Indes, dans la Perse, dans l'Arabie, dans la Syrie, en Égypte, et séjourné dans les belles villes de ces pays-là, je passai en Afrique, où j'ai fait un plus long séjour. À la fin, comme il est naturel à l'homme, quelque éloigné qu'il soit du pays de sa naissance, de n'en perdre jamais la mémoire, non plus que de ses parents et de ceux avec qui il a été élevé, il m'a pris un désir si efficace de revoir le mien et de venir embrasser mon cher frère, pendant que je m'en sentais encore assez de force et de courage pour entreprendre un si long voyage, que je n'ai pas différé à faire mes préparatifs et à me mettre en chemin. Je ne vous dis rien de la longueur du temps que j'y ai mis, de tous les obstacles que j'ai rencontrés et de toutes les fatigues que j'ai souffertes pour arriver jusqu'ici. Je vous dirai seulement que rien ne m'a mortifié et affligé davantage dans tous mes voyages que quand j'ai appris la mort d'un frère que j'avais toujours aimé et que j'aimais d'une amitié véritablement fraternelle. J'ai remarqué de ces traits dans les visages de mon neveu, votre fils, et c'est ce qui me l'a fait distinguer par-dessus tous les autres enfants avec qui il était. Il a pu vous dire de quelle manière j'ai reçu la triste nouvelle qu'il n'était plus au monde, mais il faut louer Dieu de toutes choses. Je me console de le retrouver dans un fils qui en conserve les traits les plus remarquables. Le magicien africain, qui s'aperçut que la mère d'Aladin s'attendrissait sur le souvenir de son mari, en renouvelant sa douleur, changea de discours et, en se tournant du côté d'Aladin, il lui demanda son nom. « Je m'appelle Aladin, lui dit-il. »« Eh bien, Aladin, reprit le magicien, à quoi vous occupez-vous? Savez-vous quelque métier ?
À cette demande, Aladin baissa les yeux et fut déconcerté. Mais sa mère, en prenant la parole, « Aladin, dit-elle, est un fainéant. Son père a fait tout son possible pendant qu'il vivait pour lui apprendre son métier, et il n'a pas pu en venir à bout. Et depuis qu'il est mort, nonobstant tout ce que j'ai pu lui dire et ce que je lui répète chaque jour, il ne fait autre métier que de faire le vagabond et passer tout son temps à jouer avec les enfants, comme vous l'avez vu, sans considérer qu'il n'est plus un enfant. Et, si vous ne lui en faites la honte et qu'il n'en profite pas, je désespère que jamais il puisse rien valoir. Il sait que son père n'a laissé aucun bien, et il voit lui-même qu'à filer du coton pendant tout le jour comme je fais, j'ai bien de la peine à gagner de quoi nous avoir du pain. Pour moi, je suis résolu de lui fermer la porte un de ces jours et de l'envoyer en chercher ailleurs. » Après que la mère d'Aladin eut achevé ces paroles en fondant en larmes, le magicien africain dit à Aladin, « Ce n'est pas bien, mon neveu. Il faut songer à vous aider vous-même et à gagner votre vie. Il y a des métiers de plusieurs sortes. Voyez s'il n'y en a pas quelqu'un pour lequel vous avez une inclination plutôt que pour un autre. Peut-être que celui de votre père vous déplaît et que vous vous accommoderiez mieux d'un autre. Ne me dissimulez point ici vos sentiments. Je ne cherche qu'à vous aider. » Comme il vit qu'Aladin ne répondait rien. « Si vous avez de la répugnance pour apprendre un métier, continua-t-il, et que vous vouliez être honnête homme, je vous lèverai une boutique garnie de riches étoffes et de toiles fines. Vous vous mettrez en état de les vendre, et de l'argent que vous en ferez, vous en achèterez d'autres marchandises, et de cette manière, vous vivrez honorablement. Consultez-vous vous-même, et dites-moi franchement ce que vous en pensez. Vous me trouverez toujours prêt de tenir ma promesse. » Cette offre flatta fort Aladin, à qui le travail manuel déplaisait d'autant plus qu'il avait assez de connaissances pour s'être aperçu que les boutiques de ces sortes de marchandises étaient propres et fréquentées, et que les marchands étaient bien habillés et fort considérés. Il marqua au magicien africain qu'il regardait comme son oncle, que son penchant était plutôt de ce côté-là que d'aucun autre, et qu'il lui serait obligé toute sa vie du bien qu'il voulait lui faire. « Puisque cette profession vous grée, reprit le magicien africain, je vous mènerai demain avec moi, et je vous ferai habiller proprement et richement, conformément à l'état d'un des plus gros marchands de cette ville. Et après-demain, nous songerons à vous lever une boutique de la manière que je l'entends. » La mère d'Aladin, qui n'avait pas cru jusqu'alors que le magicien africain fût frère de son mari, n'en douta nullement après tout le bien qu'il promettait de faire à son fils. Elle le remercia de ses bonnes attentions, et après avoir exhorté Aladin à se rendre digne de tous les biens que son oncle lui faisait espérer, elle servit le souper. La conversation roula sur le même sujet pendant tout le repas, et jusqu'à ce que le magicien, qui vit que la nuit était avancée, prit congé de la mère et du fils et se retira. Le lendemain matin, le magicien africain ne manqua pas de revenir chez la veuve de Mustapha le tailleur, comme il l'avait promis. Il prit Aladin avec lui, et il le mena chez un gros marchand qui ne vendait que des habits tout faits, de toutes sortes de belles étoffes, pour les différents âges et conditions. Il s'en fit montrer de convenable à la grandeur d'Aladin, et, après avoir mis à part tous ceux qui lui plaisaient davantage, et rejeté les autres qui n'étaient pas de la beauté qu'il entendait, il dit à Aladin, « Mon neveu, choisissez dans tous ces habits celui que vous aimez le mieux. » Aladin, charmé des libéralités de son nouvel oncle, en choisit un, et le magicien l'acheta, avec tout ce qui devait l'accompagner, et paya le tout sans marchander.
Lorsqu'Aladin se vit habillé ainsi magnifiquement, depuis les pieds jusqu'à la tête, il fit à son oncle tous les remerciements imaginables. Et le magicien lui promit encore de ne le point abandonner et de l'avoir toujours avec lui. En effet, il le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, particulièrement dans ceux où étaient les boutiques des riches marchands, et quand il fut dans la rue où étaient les boutiques des plus riches étoffes et des toiles fines, il dit à Aladin : « Comme vous serez bientôt marchand, comme ceux que vous voyez, il est bon que vous les fréquentiez et qu'ils vous connaissent. » Il lui fit voir aussi les mosquées les plus belles et les plus grandes, et le conduisit dans les khanes où logeaient les marchands étrangers, et dans tous les endroits du palais du sultan où il était libre d'entrer. Enfin, après avoir parcouru ensemble tous les beaux endroits de la ville, ils arrivèrent dans le khan où le marchand avait pris ses appartements. Il s'y trouva quelques marchands avec lesquels il avait commencé de faire connaissance depuis son arrivée et qu'il avait assemblés exprès pour les bien régaler et leur donner en même temps la connaissance de son prétendu neveu. Le régal ne finit que sur le soir. Aladin voulut prendre congé de son oncle pour s'en retourner, mais le magicien africain ne voulut pas le laisser aller seul et le reconduisit lui-même chez sa mère. Dès qu'elle eut aperçu son fils si bien habillé, elle fut transportée de joie, et elle ne cessait de donner 1000 bénédictions au magicien qui avait fait une si grande dépense pour son enfant. « Oh, généreux parent, lui dit-elle, je ne sais comment vous remercier de votre libéralité. Je sais que mon fils ne mérite pas le bien que vous lui faites, et qu'il en serait indigne s'il n'en était reconnaissant, et s'il négligeait de répondre à la bonne intention que vous avez de lui donner un établissement si distingué. En mon particulier, ajouta-t-elle, je vous en remercie encore de toute mon âme, et je vous souhaite une vie assez longue pour être témoin de la reconnaissance de mon fils, qui ne peut mieux vous la témoigner qu'en se gouvernant selon vos bons conseils. » Aladin, reprit le magicien africain, est un bon enfant. Il m'écoute assez, et je crois que nous en ferons quelque chose de bon. Je suis fâché d'une chose, de ne pouvoir exécuter demain ce que je lui ai promis. Ces jours de vendredi, les boutiques seront fermées, et il n'y aura pas lieu de songer à en louer une et à la garnir pendant que les marchands ne penseront qu'à se divertir. Ainsi, nous remettrons l'affaire à samedi, mais je viendrai demain le prendre et je le mènerai promener dans les jardins où le beau monde a coutume de se trouver. Il n'a peut-être encore rien vu des divertissements qu'on y prend. Il n'a été jusqu'à présent qu'avec des enfants. Il faut qu'il voie des hommes. » Le magicien africain prit congé de la mère et du fils et se retira. Aladin, cependant, qui était déjà dans une grande joie de se voir si bien habillé, se fit encore un plaisir par avance de la promenade des jardins des environs de la ville. En effet, jamais il n'était sorti hors des portes, et jamais il n'avait vu les environs, qui étaient d'une grande beauté et très agréables. Aladin se leva et s'habilla le lendemain de grand matin pour être prêt à partir quand son oncle viendrait le prendre. Après avoir attendu longtemps, à ce qu'il lui semblait, l'impatience lui fit ouvrir la porte et se tenir sur le pas pour voir s'il ne le verrait point. Dès qu'il l'aperçut, il en avertit sa mère, et, en prenant congé d'elle, il ferma la porte et courut à lui pour le rejoindre. Le magicien africain fit beaucoup de caresses à Aladin quand il le vit. « Allons, mon cher enfant, lui dit-il d'un air riant, je veux vous faire voir aujourd'hui de belles choses. » Il le mena par une porte qui conduisait à des grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais magnifiques qui avaient chacun de très beaux jardins dont les entrées étaient libres. À chaque palais qu'il rencontrait, il demandait à Aladin s'il le trouvait beau, et Aladin, en le prévenant, quand un autre se présentait. « Mon oncle, disait-il,
en voici un plus beau que ce que nous venons de voir. » Cependant, ils avançaient toujours plus avant dans la campagne, et le rusé magicien, qui avait envie d'aller plus loin pour exécuter le dessein qu'il avait dans la tête, prit occasion d'entrer dans un de ces jardins. Il s'assit près d'un grand bassin qui recevait une très belle eau par un mufle de lion de bronze et feignit qu'il était là, afin de faire reposer Aladin. « Mon neveu, lui dit-il, vous devez être fatigué aussi bien que moi. Reposons-nous ici pour reprendre des forces. Nous aurons plus de courage à poursuivre notre promenade. » Quand ils furent assis, le magicien africain tira d'un linge attaché à sa ceinture des gâteaux et plusieurs sortes de fruits dont il avait fait provision, et il l'étendit sur le bord du bassin. Il partagea un gâteau entre lui et Aladin, et à l'égard des fruits, il lui laissa la liberté de choisir ceux qui seraient le plus à son goût. Pendant ce petit repas, il entretint son prétendu neveu de plusieurs enseignements qui tendaient à l'exhorter de se détacher de la fréquentation des enfants et de s'approcher plutôt des hommes sages et prudents, de les écouter et de profiter de leurs entretiens. « Bientôt, lui disait-il, vous serez un homme comme eux, et vous ne pouvez vous accoutumer de trop bonne heure à dire de bonnes choses à leur exemple. » Quand ils eurent achevé ce petit repas, ils se levèrent et ils poursuivirent leur chemin au travers des jardins, qui n'étaient séparés les uns des autres que par de petits fossés qui en marquaient les limites, mais qui n'en empêchaient pas la communication. La bonne foi faisait que les citoyens de cette capitale n'apportaient pas plus de précautions pour s'empêcher les uns les autres de se nuire. Insensiblement, le magicien africain mena Aladin assez loin de ses jardins et le fit traverser des campagnes qui le conduisirent jusque assez près des montagnes. Aladin, qui de sa vie n'avait fait tant de chemin, se sentit fort fatigué d'une si longue marche. « Mon oncle, dit-il au magicien africain, où allons-nous? Nous avons laissé les jardins bien loin derrière nous, et je ne vois plus que des montagnes. Si nous avançons plus loin, je ne sais si j'aurai assez de force pour retourner jusqu'à la ville. »« Prenez courage, mon neveu, lui dit le faux oncle. Je veux vous faire voir un autre jardin qui surpasse tous ceux que vous venez de voir. Il n'est pas loin d'ici, il n'y a qu'un pas. Et quand nous y serons arrivés, vous me direz vous-même si vous ne vous seriez pas fâché de ne l'avoir pas vu après vous en être approché de si près. » Aladin se laissa persuader, et le magicien le mena encore fort loin, en l'entretenant de différentes histoires amusantes pour lui rendre le chemin moins ennuyeux et la fatigue plus supportable. Ils arrivèrent enfin entre deux montagnes d'une hauteur médiocre et à peu près égale, séparées par un vallon de très peu de largeur. C'était là cet endroit remarquable où le magicien africain avait voulu amener Aladin pour l'exécution d'un grand dessein qui l'avait fait venir de l'extrémité de l'Afrique jusqu'à la Chine. « Nous n'allons pas plus loin, dit-il à Aladin. Je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires et inconnues à tous les mortels. Et quand vous les aurez vues, vous me remercierez d'avoir été témoin de tant de merveilles que personne au monde n'aura vu que vous. Pendant que je vais battre le fusil, amassez de toutes les broussailles que vous voyez, celles qui seront les plus sèches, afin d'allumer un feu. » Il y avait une si grande quantité de broussailles qu'Aladin en eut bientôt fait un amas plus que suffisant dans le temps que le magicien allumait l'allumette. Il y mit le feu, et dans le moment que les broussailles s'enflammèrent, le magicien africain y jeta d'un parfum qu'il avait tout près. Il s'éleva une fumée fort épaisse, qu'il détourna de côté et d'autre en prononçant des paroles magiques auxquelles Aladin ne comprit rien. Dans le même moment, la terre trembla un peu,
et s'ouvrit en cet endroit devant le magicien et Aladin, et fit voir à découvert une pierre d'environ 1,5 pied en carré, et d'environ 1 pied de profondeur, posée horizontalement, avec un anneau de bronze scellé dans le milieu pour s'en servir à la lever. Aladin, effrayé de tout ce qui se passa à ses yeux, eut peur et voulut prendre la fuite. Mais il était nécessaire à ce mystère, et le magicien le retint et le gronda fort en lui donnant un soufflet si fortement appliqué qu'il le jeta par terre et que peu s'en fallut qu'il ne lui enfonça les dents de devant dans la bouche comme il y parut par le sang qui en sortit. Le pauvre Aladin, tout tremblant et les larmes aux yeux. « Mon oncle !» s'écria-t-il en pleurant. « Qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous me frappiez si rudement ?»« J'ai mes raisons pour le faire, » lui répondit le magicien. « Je suis votre oncle, qui vous tient présentement lieu de père, et vous ne devez pas me répliquer. »« Mais, mon enfant, » ajouta-t-il en se radoucissant, « ne craignez rien. Je ne demande autre chose de vous que vous m'obéissiez exactement, si vous voulez bien profiter et vous rendre digne des grands avantages que je veux vous faire. » Ces belles promesses du magicien calmèrent un peu la crainte et le ressentiment d'Aladin. Et lorsque le magicien le vit entièrement rassuré. « Vous avez vu, » continua-t-il, « ce que j'ai fait par la vertu de mon parfum et des paroles que j'ai prononcées. Apprenez donc présentement que sous cette pierre que vous voyez, il y a un trésor caché qui vous est destiné et qui doit vous rendre un jour plus riche que les plus grands rois du monde. Cela est si vrai qu'il n'y a personne au monde que vous à qui il soit permis de toucher cette pierre et de la lever pour y entrer. Il m'est même défendu d'y toucher et de mettre le pied dans le trésor quand il sera ouvert. Pour cela, il faut que vous exécutiez de point en point ce que je vous dirai, sans y manquer. La chose est de grandes conséquences, et pour vous, et pour moi. » Aladin, toujours dans l'étonnement de ce qu'il voyait et de tout ce qu'il venait d'entendre dire au magicien de ce trésor qui devait le rendre heureux à jamais, oublia tout ce qu'il s'était passé. « Eh bien, mon oncle, dit-il au magicien en se levant, de quoi s'agit-il? Commandez, je suis tout prêt à obéir. »« Je suis ravi, mon enfant, lui dit le magicien africain en l'embrassant, que vous avez pris ce parti. Venez, approchez-vous, prenez cet anneau et levez la pierre. »« Mais, mon oncle, reprit Aladin, je ne suis pas assez fort pour la lever. Il faut donc que vous m'aidiez. »« Non, reprit le magicien africain, vous n'avez pas besoin de mon aide, et nous ne ferions rien, vous et moi, si je vous aidais. Il faut que vous la leviez tout seul. Prononcez seulement le nom de votre père et de votre grand-père en tenant l'anneau, et levez. Vous verrez qu'elle viendra à vous sans peine. » Aladin fit comme le magicien lui avait dit. Il leva la pierre avec facilité, et il la posa à côté. Quand la pierre fut ôtée, un caveau de 3 à 4 pieds de profondeur se fit voir par une petite porte et des degrés pour descendre plus bas. « Mon fils, dit alors le magicien africain à Aladin, observez exactement tout ce que je vais vous dire. Descendez dans ce caveau. Quand vous serez au bas des degrés que vous voyez, vous trouverez une porte ouverte qui vous conduira dans un grand lieu voûté et partagé en 3 salles l'une après l'autre. Dans chacune, vous verrez à droite et à gauche 4 vases de bronze grands comme des cuves, pleins d'or et d'argent. Mais gardez-vous bien d'y toucher. Avant d'entrer dans la première salle, levez votre robe et serrez-la bien autour de vous. Quand vous y serez entré, passez à la seconde sans vous arrêter, et de là à la 3e aussi sans vous arrêter. Sur toute chose, gardez-vous bien d'approcher des murs et d'y toucher même avec votre robe, car si vous y touchiez, vous mourriez sur le champ.
C'est pour cela que je vous ai dit de la tenir serrée autour de vous. Au bout de la 3e salle, il y a une porte qui vous donnera entrée dans un jardin planté de beaux arbres, tous chargés de fruits. Marchez tout droit et traversez ce jardin par un chemin qui vous mènerait à un escalier de 50 marches pour monter sur une terrasse. Quand vous serez sur la terrasse, vous verrez devant vous une niche, et dans la niche, une lampe allumée. Prenez la lampe, éteignez-la, et quand vous aurez jeté le lumignon et versé la liqueur, mettez-la dans votre sein et apportez-la moi. Ne craignez pas de gâter votre habit, la liqueur n'est pas de l'huile, et la lampe sera sèche dès qu'il n'y en aura plus. Si les fruits du jardin vous font envie, vous pouvez en cueillir autant que vous voudrez. Cela ne vous est pas défendu. En achevant ces paroles, le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt, et il le mit à l'un des doigts d'Aladin en lui disant que c'était un préservatif contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal, en observant bien tout ce qu'il venait de lui prescrire. « Allez, mon enfant, lui dit-il après cette instruction, descendez hardiment. Nous allons être riches l'un et l'autre pour toute notre vie. » Aladin sauta légèrement dans le caveau et il descendit jusqu'au bas des degrés. Il trouva les 3 salles dont le magicien africain lui avait fait la description. Il passa au travers avec d'autant plus de précaution qu'il appréhendait de mourir s'il manquait à observer soigneusement ce qui lui avait été prescrit. Il traversa le jardin sans s'arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le lumignon et la liqueur, et, en la voyant sans humidité, comme le magicien le lui avait dit, il la mit dans son sein. Il descendit de la terrasse, et il s'arrêta dans le jardin à en considérer les fruits qu'il n'avait vus qu'en passant. Les arbres de ce jardin étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Chaque arbre en portait de différentes couleurs. Il y en avait de blancs, de luisants et transparents comme le cristal, de rouges, les uns plus chargés, les autres moins, de vert, de bleu, de violet, de tirant sur le jaune, et de plusieurs autres sortes de couleurs. Les blancs étaient des perles, les luisants et transparents, des diamants, les rouges les plus foncés, des rubis, les autres moins foncés, des rubis balais, les verts, des émeraudes, les bleus, des turquoises, les violets, des améthystes, ceux qui tiraient sur le jaune, des saphirs, et ainsi des autres. Et ces fruits étaient tous d'une grosseur et d'une perfection à quoi on n'avait encore rien vu de pareil dans le monde. Aladin, qui n'en connaissait ni le mérite ni la valeur, ne fut pas touché de la vue de ces fruits, qui n'étaient pas de son goût, comme l'eussent été des figues, des raisins et les autres fruits excellents qui sont communs dans la Chine. Aussi, n'était-il pas encore dans un âge à en connaître le prix. Il s'imagina que tous ces fruits n'étaient que du vert coloré et qu'ils ne valaient pas davantage. La diversité de tant de belles couleurs, néanmoins, la beauté et la grosseur extraordinaire de chaque fruit lui donnèrent envie d'en cueillir de toutes les sortes. En effet, il en prit plusieurs de chaque couleur, et il en emplit ses 2 poches et 2 bourses toutes neuves que le magicien lui avait achetées avec l'habit dont il lui avait fait présent, afin qu'il n'y eût rien que de neuf. Et, comme les 2 bourses ne pouvaient tenir dans sa poche, qui était déjà pleine, il les attacha de chaque côté de sa ceinture. Il en enveloppa même dans les plis de sa ceinture, qui était d'une étoffe de soie ample à plusieurs tours, et il les accommoda de manière qu'ils ne pouvaient pas tomber, et n'oublia pas aussi d'enfourrer dans son sein, entre la robe et la chemise autour de lui. Aladin, ainsi chargé de tant de richesses, sans le savoir,
reprit en diligence le chemin des 3 salles pour ne pas faire attendre trop longtemps le magicien africain et, après avoir passé à travers avec la même précaution qu'auparavant, il remonta par où il était descendu et se présenta à l'entrée du caveau, où le magicien africain l'attendait avec impatience. Aussitôt qu'Aladin l'aperçut. « Mon oncle, dit-il, je vous prie de me donner la main pour m'aider à monter. » Le magicien africain lui dit « Mon fils, donnez-moi la lampe auparavant, elle pourrait vous embarrasser. » « Pardonnez-moi, mon oncle, reprit Aladin, elle ne m'embarrasse pas, je vous la donnerai dès que je serai monté. » Le magicien africain s'opiniâtra à vouloir qu'Aladin lui mît la lampe entre les mains avant de le tirer du caveau, et Aladin, qui avait embarrassé cette lampe avec tous ces fruits dont il s'était garni de tous côtés, refusa absolument de la donner, qu'il ne fût hors du caveau. Alors, le magicien africain, au désespoir de la résistance de ce jeune homme, entra dans une furie épouvantable. Il jeta un peu de son parfum sur le feu qu'il avait eu soin d'entretenir, et à peine eut-il prononcé 2 paroles magiques que la pierre, qui servait à fermer l'entrée du caveau, se remit d'elle-même à sa place, avec la terre par-dessus, au même état qu'elle était avant l'arrivée du magicien africain et d'Aladin. Il est certain que le magicien africain n'était pas frère de Mustapha le tailleur, comme il s'en était vanté, ni par conséquent l'oncle d'Aladin. Il était véritablement d'Afrique, et il y était né, et, comme l'Afrique est un pays où l'on est plus entêté de la magie que partout ailleurs, il s'y était appliqué dès sa jeunesse, et, après 40 années ou environ d'enchantement, d'opérations de géomancie, de suffumigation et de lecture de livres de magie, il était enfin parvenu à découvrir qu'il y avait dans le monde une lampe merveilleuse dont la possession le rendrait plus puissant qu'aucun monarque de l'univers, s'il pouvait en devenir le possesseur. Par une dernière opération de géomancie, il avait connu que cette lampe était dans un lieu souterrain au milieu de la Chine, à l'endroit et avec toutes les circonstances que nous venons de voir. Bien persuadé de la vérité de cette découverte, il était parti de l'extrémité de l'Afrique, comme nous l'avons dit, et après un voyage long et pénible, il était arrivé à la ville qui était si voisine du trésor. Mais, quoique la lampe fût certainement dans le lieu dont il avait connaissance, il ne lui était pas permis néanmoins de l'enlever lui-même, ni d'entrer en personne dans le lieu souterrain où elle était. Il fallait qu'un autre y descendît, l'alla prendre et la lui mit entre les mains. C'est pourquoi il s'était adressé à Aladin, qui lui avait paru un jeune enfant sans conséquence, et très propre à lui rendre ce service qu'il attendait de lui, bien résolu, dès qu'il aurait la lampe dans ses mains, de faire la dernière suffumigation que nous avons dite, et de prononcer les 2 paroles magiques qui devaient faire l'effet que nous avons vu, et sacrifier le pauvre Aladin à son avarice et à sa méchanceté, afin de n'en avoir pas de témoin. Le soufflet donné à Aladin et l'autorité qu'il avait prise sur lui n'avaient pour but que de l'accoutumer à le craindre et à lui obéir exactement, afin que, lorsqu'il lui demanderait cette fameuse lampe magique, il le lui donnât aussitôt. Mais il lui arriva tout le contraire de ce qu'il s'était proposé. Enfin, il n'usa de sa méchanceté avec tant de précipitation pour perdre le pauvre Aladin que parce qu'il craignit que, s'il contestait plus longtemps avec lui, quelqu'un ne vînt à les entendre et ne rendît public ce qu'il voulait tenir très caché. Quand le magicien africain vit ses grandes et belles espérances échouer à n'y revenir jamais, il n'eut pas d'autre parti à prendre que celui de retourner en Afrique, et c'est ce qu'il fit dès le même jour. Il prit sa route par des détours pour ne pas rentrer dans la ville d'où il était sorti avec Aladin. Il avait à craindre en effet d'être observé par plusieurs personnes qui pouvaient l'avoir vu se promener avec cet enfant et revenir sans lui.
selon toutes les apparences, on ne devait plus entendre parler d'Aladin. Mais celui-là même, qui avait cru le perdre pour jamais, n'avait pas fait attention qu'il lui avait mis au doigt un anneau qui pouvait servir à le sauver. En effet, ce fut cet anneau qui fut cause du salut d'Aladin, qui n'en savait nullement la vertu. Et il est étonnant que cette perte, jointe à celle de la lampe, n'ait pas jeté ce magicien dans le dernier désespoir. Mais les magiciens sont si accoutumés aux disgrâces et aux événements contraires à leurs souhaits qu'ils ne cessent, tant qu'ils vivent, de se repaître de fumée, de chimères et de visions. Aladin, qui ne s'attendait pas à la méchanceté de son faux oncle après les caresses et le bien qu'il lui avait fait, fut dans un étonnement qu'il est plus qu'aisé d'imaginer que de représenter par des paroles. Quand il se vit enterré tout vif, il appela 1000 fois son oncle en criant qu'il était prêt de lui donner la lampe. Mais ses cris étaient inutiles, et il n'y avait plus moyen d'être entendu. Ainsi, il demeura dans les ténèbres et dans l'obscurité. Enfin, après avoir donné quelques relâches à ses larmes, il descendit jusqu'au bas de l'escalier du caveau pour aller chercher la lumière dans le jardin où il était déjà passé. Mais le mur, qui s'était ouvert par enchantement, s'était refermé et rejoint par un autre enchantement. Il tâtonne devant lui, à droite et à gauche par plusieurs fois, et il ne trouve plus de porte. Il redouble ses cris et ses pleurs, et il s'assoit sur les degrés du caveau, sans espoir de revoir jamais la lumière, et avec la triste certitude, au contraire, de passer des ténèbres où il était dans celle d'une mort prochaine. Aladin demeura 2 jours en cet état, sans manger et sans boire. Le 3e jour enfin, en regardant la mort inévitable, il éleva les mains en les joignant et, avec une résignation entière à la volonté de Dieu, il s'écria « Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le haut et le grand. » Dans cette action de main jointe, il frotta sans y penser l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt et dont il ne connaissait pas encore la vertu. Aussitôt, un génie d'une figure énorme et d'un regard épouvantable s'éleva devant lui comme de dessous la terre, jusqu'à ce qu'il atteignît de la tête à la voûte et dit à Aladin ces paroles. « Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave, et l'esclave de tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. » En tout autre temps, et en toute autre occasion, Aladin, qui n'était pas accoutumé à de pareilles visions, eût pu être saisi de frayeur et perdre la parole à la vue d'une figure si extraordinaire. Mais, occupé uniquement du danger présent où il était, il répondit sans hésiter. « Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu si tu en as le pouvoir. » À peine eut-il prononcé ces paroles que la terre s'ouvrit et qu'il se trouva hors du caveau et à l'endroit justement où le magicien l'avait emmené. On ne trouvera pas étrange qu'Aladin, qui était demeuré si longtemps dans les ténèbres les plus épaisses, ait eu d'abord de la peine à soutenir le grand jour. Il y accoutuma ses yeux peu à peu, et, en regardant autour de lui, il fut fort surpris de ne pas voir l'ouverture sous la terre. Il ne put comprendre de quelle manière il se trouvait si subitement hors de ses entrailles. Il n'y eut que la place où les broussailles avaient été allumées qui lui fit reconnaître à peu près où était le caveau. Ensuite, en se tournant du côté de la ville, il l'aperçut au milieu des jardins qui l'environnaient. Il reconnut le chemin par où le magicien africain l'avait amené, et il le reprit en rendant grâce à Dieu de se revoir une autre fois au monde, après avoir désespéré d'y revenir jamais. Il arriva jusqu'à la ville, et se traîna chez lui avec bien de la peine. En entrant chez sa mère, la joie de la revoir, jointe à la faiblesse dans laquelle il était de n'avoir pas mangé depuis près de 3 jours, lui causèrent un évanouissement
qui dura quelque temps. Sa mère, qui l'avait déjà pleuré comme perdu ou comme mort, en le voyant en cet état, n'oublia aucun de ses soins pour le faire revenir. Il revint enfin de son évanouissement, et les premières paroles qu'il prononça furent celles-ci. « Ma chère mère, avant toute chose, je vous prie de me donner à manger. Il y a 3 jours que je n'ai pris quoi que ce soit. » Sa mère lui apporta ce qu'elle avait et, en le mettant devant lui, « Mon fils, lui dit-elle, ne vous pressez pas, cela est dangereux. Mangez peu à peu et à votre aise, et ménagez-vous dans le grand besoin que vous en avez. Je ne veux pas même que vous me parliez. Vous aurez assez de temps pour me raconter ce qui vous est arrivé quand vous serez rétabli. Je suis toute consolée de vous revoir, après l'affliction où je me suis trouvée depuis vendredi, et toutes les peines que je me suis données pour apprendre ce que vous étiez devenu, dès que j'eus vu qu'il était nuit et que vous n'étiez pas revenu à la maison. » Aladin suivit le conseil de sa mère. Il mangea tranquillement et peu à peu, et il but à proportion. Quand il eut achevé, « Ma mère, dit-il, j'aurais de grandes plaintes à vous faire sur ce que vous m'avez abandonné avec tant de facilité à la discrétion d'un homme qui avait dessein de me perdre et qui tient, à l'heure que je vous parle, ma mort si certaine qu'il ne doute pas ou que je ne sois plus en vie, ou que je ne doive la perdre au premier jour. Mais vous avez cru qu'il était mon oncle, et je l'ai cru comme vous. Et pouvions-nous avoir d'autres pensées d'un homme qui m'accablait de caresses et de biens, et qui me faisait tant d'autres promesses avantageuses? Sachez, ma mère, que ce n'est qu'un traître, un méchant, un fourbe. Il ne m'a pas fait tant de biens et tant de promesses qu'afin d'arriver au but qu'il s'était proposé de me perdre, comme je l'ai dit, sans que ni vous, ni moi, nous puissions deviner la cause. De mon côté, je puis assurer que je ne lui ai donné aucun sujet qui méritât le moindre mauvais traitement. Vous le comprendrez vous-même par le récit fidèle que vous allez entendre de tout ce qui s'est passé depuis que je me suis séparée de vous jusqu'à l'exécution de son pernicieux dessein. » Aladin commença à raconter à sa mère tout ce qui lui était arrivé avec le magicien depuis le vendredi qu'il était venu le prendre pour le mener avec lui voir les palais et les jardins qui étaient hors de la ville. Ce qui lui arriva dans le chemin, jusqu'à l'endroit des 2 montagnes où il se devait opérer le grand prodige du magicien, comment, avec un parfum jeté dans le feu et quelques paroles magiques, la terre s'était ouverte en un instant et avait fait voir l'entrée d'un caveau qui conduisait à un trésor inestimable. Il n'oublia pas le soufflet qu'il avait reçu du magicien et de quelle manière, après s'être un peu radouci, il l'avait engagé par de grandes promesses et en lui mettant son anneau au doigt à descendre dans le caveau. Il n'omit aucune circonstance de tout ce qu'il avait vu en passant et en repassant dans les 3 salles, dans le jardin et sur la terrasse où il avait pris la lampe merveilleuse, qu'il montra à sa mère en la retirant de son sein, aussi bien que les fruits transparents et de différentes couleurs qu'il avait cueillis dans le jardin en s'en retournant, dont il joignit 2 bourses pleines qu'il donna à sa mère et dont elle fit peu de cas. Ces fruits étaient cependant des pierres précieuses. L'éclat, brillant comme le soleil, qu'il rendait à la faveur d'une lampe qui éclairait la chambre, devait faire juger de leur grand prix. Mais la mère d'Aladin n'avait pas sur cela plus de connaissance que son fils. Elle avait été élevée dans une condition très médiocre, et son mari n'avait pas eu assez de biens pour lui donner de ces sortes de pierreries. D'ailleurs, elle n'en avait jamais vu à aucune de ses parentes ni de ses voisines. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si elle ne les regarda que comme des choses de peu de valeur et bonnes tout au plus à recréer la vue par la variété de leurs couleurs. Ce qui fit qu'Aladin les mit derrière un des coussins du sofa sur lequel il était assis. Il acheva le récit de son aventure en lui disant que, comme il fut revenu
et qu'il se fût présenté à l'entrée du caveau, prêt à en sortir, sur le refus qu'il avait fait au magicien de lui donner la lampe qu'il voulait avoir, l'entrée du caveau s'était refermée en un instant par la force du parfum que le magicien avait jeté sur le feu, qu'il n'avait pas laissé éteindre, et des paroles qu'il avait prononcées. Mais il n'en put dire davantage sans verser des larmes, en lui représentant l'état malheureux où il s'était trouvé lorsqu'il s'était vu enterré tout vivant dans le fatal caveau jusqu'au moment qu'il en était sorti, et que, pour ainsi dire, il était revenu au monde par l'attouchement de son anneau, dont il ne connaissait pas encore la vertu. Quand il eut fini ce récit, « Il n'est pas nécessaire de vous en dire davantage, dit-il à sa mère. Le reste vous est connu. Voilà enfin quelle a été mon aventure, et quel est le danger que j'ai couru depuis que vous ne m'avez vu. » La mère d'Aladin eut la patience d'entendre ce récit merveilleux et surprenant, et en même temps si affligeant pour une mère qui aimait son fils si tendrement, malgré ses défauts, sans l'interrompre. Dans les endroits néanmoins les plus touchants, et qui faisaient connaître davantage la perfidie du magicien africain, elle ne put s'empêcher de faire paraître combien elle le détestait, par les marques de son indignation. Mais, dès qu'Aladin eut achevé, elle se déchaîna en 1000 injures contre cet imposteur. Elle l'appela traître, perfide, barbare, assassin, trompeur, magicien, ennemi et destructeur du genre humain. « Oui, mon fils, ajouta-t-elle, c'est un magicien, et les magiciens sont des pestes publiques. Ils ont commerce avec les démons par leur enchantement et par leur sorcellerie. Béni soit Dieu, qui n'a pas voulu que sa méchanceté insigne eût son effet entier contre vous. Vous devez bien le remercier de la grâce qu'il vous a faite. La mort vous était inévitable si vous ne vous fussiez souvenu de lui et que vous n'eussiez imploré son secours. » Elle dit encore beaucoup de choses, en détestant toujours la trahison que le magicien avait faite à son fils, mais, en parlant, elle s'aperçut qu'Aladin, qui n'avait pas dormi depuis 3 jours, avait besoin de repos. Elle le fit coucher, et peu de temps après, elle se coucha aussi. Aladin, qui n'avait pris aucun repos dans le lieu souterrain où il avait été enseveli à dessein qu'il y perdit la vie, dormit toute la nuit d'un sommeil profond et ne se réveilla le lendemain que fort tard. Il se leva, et la première chose qu'il dit à sa mère, ce fut qu'il avait besoin de manger, et qu'elle ne pouvait lui faire un plus grand plaisir que de lui donner à déjeuner. « Hélas, mon fils, lui répondit sa mère, je n'ai pas seulement un morceau de pain à vous donner. Vous mangeâtes hier au soir le peu de provisions qu'il y avait dans la maison. Mais donnez-vous un peu de patience, je ne serai pas longtemps à vous en rapporter. J'ai un peu de fil de coton de mon travail, je vais le vendre afin de vous acheter du pain et quelque chose pour notre dîner. »« Ma mère, reprit Aladin, réservez votre fil de coton pour une autre fois, et donnez-moi la lampe que j'apportais hier. J'irai la vendre, et l'argent que j'en aurai servira à nous avoir de quoi déjeuner et dîner, et peut-être de quoi souper. » La mère d'Aladin prit la lampe où elle l'avait mise. « La voilà, dit-elle à son fils, mais elle est bien sale. Pour peu qu'elle soit nettoyée, je crois qu'elle en vaudra quelque chose davantage. » Elle prit de l'eau et un peu de sable fin pour la nettoyer, mais à peine eut-elle commencé à frotter cette lampe qu'en un instant, en présence de son fils, un génie hideux et d'une grandeur gigantesque s'éleva et parut devant elle, et lui dit d'une voix tonnante : « Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave, et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi, avec les autres esclaves de la lampe. » La mère d'Aladin n'était pas en état de répondre. Sa vue n'avait pu soutenir la figure hideuse et épouvantable du génie, et sa frayeur avait été si grande dès les premières paroles qu'il avait prononcées qu'elle était tombée évanouie. Aladin, qui avait déjà eu une apparition à peu près semblable dans le caveau, sans perdre de temps ni le jugement, se saisit promptement de la lampe
et en suppliant, au défaut de sa mère, il répondit pour elle d'un ton ferme. « J'ai faim, dit-il au génie, apporte-moi de quoi manger. » Le génie disparut, et un instant après, il revint chargé d'un grand bassin d'argent qu'il portait sur sa tête, avec 12 plats couverts de même métal, pleins d'excellents mets arrangés dessus, avec 6 grands pains blancs comme neige sur les plats, 2 bouteilles de vin exquis et 2 tasses d'argent à la main. Il posa le tout sur le sofa, et aussitôt il disparut. Cela se fit en si peu de temps que la mère d'Aladin n'était pas encore revenue de son évanouissement quand le génie disparut pour la seconde fois. Aladin, qui avait déjà commencé de lui jeter de l'eau sur le visage, sans effet, se mit en devoir de recommencer pour la faire revenir. Mais, soit que les esprits qui s'étaient dissipés se fussent enfin réunis, ou que l'odeur des mets que le génie venait d'apporter y eût contribué pour quelque chose, elle revint dans le moment. « Ma mère, lui dit Aladin, cela n'est rien, levez-vous et venez manger. Voici de quoi vous remettre le cœur, et en même temps, de quoi satisfaire aux grands besoins que j'ai de manger. Ne laissons pas refroidir de si bons mets, et mangeons. » La mère d'Aladin fut extrêmement surprise quand elle vit le grand bassin, les 12 plats, les 6 pains, les 2 bouteilles et les 2 tasses, et qu'elle sentit l'odeur délicieuse qui s'exhalait de tous ces plats. « Mon fils, demanda-t-elle à Aladin, d'où nous vient cette abondance, et à qui sommes-nous redevables d'une si grande libéralité? Le sultan aurait-il eu connaissance de notre pauvreté et aurait-il eu compassion de nous? » « Ma mère, reprit Aladin, mettons-nous à table et mangeons. Vous en avez besoin aussi bien que moi. Je vous le dirai quand nous aurons déjeuné. » Ils se mirent à table et ils mangèrent avec d'autant plus d'appétit que la mère et le fils ne s'étaient jamais trouvés à une table si bien fournie. Pendant le repas, la mère d'Aladin ne pouvait se lasser de regarder et d'admirer le bassin et les plats, quoiqu'elle ne sût pas trop distinctement s'ils étaient d'argent ou d'une autre matière, tant elle était peu accoutumée à en voir de pareils, et, à proprement parler, sans avoir égard à la valeur qui lui était inconnue. Il n'y avait que la nouveauté qui la tenait en admiration. Et son fils, Aladin, n'en avait pas plus de connaissance qu'elle. Aladin et sa mère, qui ne croyaient faire qu'un simple déjeuner, se trouvèrent encore à table à l'heure du dîner. Des mets si excellents les avaient mis en appétit, et pendant qu'ils étaient chauds, ils crurent qu'il ne ferait pas mal de joindre les 2 repas ensemble et de ne pas en faire à 2 fois. Le double repas fini, il leur resta non seulement de quoi souper, mais même assez de quoi en faire 2 autres repas aussi forts le lendemain. Quand la mère d'Aladin eut desservi et mis à part les viandes auxquelles il n'avait pas touché, elle vint s'asseoir sur le sofa auprès de son fils. « Aladin, lui dit-elle, j'attends que vous satisfassiez à l'impatience où je suis d'entendre le récit que vous m'avez promis. » Aladin lui raconta exactement tout ce qui s'était passé entre le génie et lui pendant son évanouissement, jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle. La mère d'Aladin était dans un grand étonnement du discours de son fils et de l'apparition du génie. « Mais, mon fils, reprit-elle, que voulez-vous dire avec vos génies? Jamais, depuis que je suis au monde, je n'ai entendu dire que personne de ma connaissance en eût vu. Par quelle aventure ce vilain génie est-il venu se présenter à moi? Pourquoi s'est-il adressé à moi et non pas à vous? À qui il a déjà apparu dans le caveau du trésor? » « Ma mère, repartit Aladin, le génie qui vient de vous apparaître n'est pas le même qui m'est apparu. Ils se ressemblent en quelque manière par leur grandeur de géant, mais ils sont entièrement différents par leur mine et par leur habillement. Aussi sont-ils à différents maîtres. Si vous vous en souvenez, celui que j'ai vu s'est dit esclave de l'anneau que j'ai au doigt, et celui que vous venez de voir
ces 10 esclaves de la lampe que vous aviez à la main. Mais je ne crois pas que vous l'ayez entendu. Il me semble en effet que vous vous êtes évanoui dès qu'il a commencé à parler. « Quoi » s'écria la mère d'Aladin. « C'est donc votre lampe qui est cause de ce maudit génie qui s'est adressé à moi plutôt qu'à vous ? Ah, mon fils, ôtez-la de devant mes yeux et la mettez où il vous plaira. Je ne veux plus y toucher. Je consens plutôt qu'elle soit jetée ou vendue que de courir le risque de mourir de frayeur en la touchant. Si vous me croyez, vous vous déferez aussi de l'anneau. Il ne faut pas avoir commerce avec des génies, ce sont des démons, et notre prophète l'a dit. Ma mère, avec votre permission, reprit Aladin, je me garderai bien présentement de vendre, comme j'étais près de le faire tantôt, une lampe qui va nous être si utile, à vous et moi. Ne voyez-vous pas ce qu'elle vient de nous procurer ? Il faut qu'elle continue de nous fournir de quoi nous nourrir et nous entretenir. Vous devez juger comme moi que ce n'était pas sans raison que mon faux et méchant oncle s'était donné tant de mouvements et avait entrepris un si long et pénible voyage, puisque c'était pour parvenir à la possession de cette lampe merveilleuse, qu'il avait préférée à tout l'or et l'argent qu'il savait être dans les salles, et que j'ai vu moi-même, comme il m'en avait averti. Il savait trop bien le mérite et la valeur de cette lampe pour ne demander autre chose qu'un trésor si riche. Puisque le hasard nous en a fait découvrir la vertu, faisons-en un usage qui nous soit profitable, mais d'une manière qui soit sans éclat, et qui ne nous attire pas l'envie et la jalousie de nos voisins. Je veux bien l'ôter de devant vos yeux, et la mettre dans un lieu où je la trouverai quand il en sera besoin, puisque les génies vous font tant de frayeur. Pour ce qui est de l'anneau, je ne saurais aussi me résoudre à le jeter. Sans cet anneau, vous ne m'eussiez jamais revu, et si je vivais à l'heure qu'il est, ce ne serait peut-être que pour peu de moments. Vous me permettrez donc de le garder et de le porter toujours au doigt bien précieusement. Qui sait s'il ne m'arrivera pas autre danger, que nous ne pouvons prévoir ni vous ni moi, dont il pourra me délivrer. Comme le raisonnement d'Aladin paraissait assez juste, sa mère n'eut rien à y répliquer. « Mon fils, lui dit-elle, vous pouvez faire comme vous l'entendrez. Pour moi, je ne voudrais pas avoir affaire avec des génies. Je vous déclare que je m'en lave les mains et que je ne vous en parlerai pas davantage. » Retrouvez-moi très prochainement pour la 2e partie de l'histoire d'Aladin et de la lampe magique. C'était la Fée du Sommeil. À très bientôt.